Le 7 avril 2024, lors de WrestleMania 40, Cody Rhodes est venu à bout de Roman Reigns pour remporter le titre de champion indisputé. Le chef tribal qui régnait en maître sur la WWE depuis plus de 1000 jours a alors perdu sa place de numéro 1 et a disparu des écrans pendant 4 mois pour laisser le nouveau champion avoir un règne qui malheureusement pour beaucoup n'a pas été à la hauteur. Mais c'est pas tout, parce que pendant ce temps, son ancien bras droit et cousin Solo Sikoa s'est autoproclamé nouveau chef tribal et a été rejoint par divers autres membres de la famille de Roman Reigns pour créer une nouvelle version de ce clan qui avait dominé l'entreprise. Évidemment, tout ça n'a pas plu à celui qui était le chef tribal originel et même le seul chef tribal, et donc lors de SummerSlam, Roman Reigns a fait son retour pour s'en prendre à Solo et à ses associés. Avec tout ça, le champion indisputé devait s'éloigner des histoires de la Bloodline, qui à ses yeux sont les problèmes de Roman Reigns, mais poussé par son ego, il a fini par accepter de faire équipe avec un de ses plus grands rivaux, pour nous offrir un match par équipe surprenant et très attendu lors de Bad Blood. Alors, est-ce que Cody et Roman Reigns ont réussi à faire équipe et à s'entendre? Est-ce que CM Punk et Drew McIntyre se sont entretués à l'intérieur du Hell in a Cell? Eh bien, il est temps de savoir tout ça et bien plus en parlant du show qui a eu lieu cette nuit, Bad Blood 2024. Pas de perte de temps de notre côté, on va directement passer au premier match de la soirée, qui était celui entre CM Punk et Drew McIntyre, et l'histoire on va passer très vite dessus, parce que je la répète à chaque fois, on commence à la connaître. Globalement, alors qu'il était blessé, CM Punk a mené la vie dure à Drew McIntyre, ce qui a mené à un premier match lors de SummerSlam qui a été remporté par le psychopathe écossais, puis à une revanche lors de Bash in Berlin dans un strap match, une stipulation très particulière qui cette fois-ci a été remportée par CM Punk, et donc cette rivalité sérieuse, intense et personnelle devait se régler ce soir au sein d'un Hell in a Cell. Bon, je dois reconnaître que quand j'ai découvert que c'était ce match qui ouvrait la soirée au lieu d'être le main event, j'étais quand même un petit peu déçu, j'ai d'ailleurs partagé mon seum sur Twitter comme quasiment tout le monde le fait, mais j'étais quand même content de voir cette histoire enfin se régler avec un match que j'attendais énormément, et donc McIntyre et CM Punk se retrouvent face à face au milieu de la cage pour le troisième et dernier affrontement de cette trilogie, et la cloche peut donc sonner. Les deux se font face au centre de la cellule et c'est le psychopathe écossais qui prend le dessus avec de violentes droites qui finissent par être rendues par son adversaire, mais CM Punk se fait quand même largement dominer dans les premiers moments du combat. Finalement, aux abords du ring, on a quand même un petit retour de CM Punk qui sort une table pour régaler Atlanta et qui introduit ensuite les premiers objets de ce match qui promettaient d'être très violents. En fait, c'était simple, on était nombreux et j'en faisais partie à vouloir voir du sang. Et oui, ça peut paraître très bizarre, il y a vraiment que dans le catch qu'on peut imaginer des mecs dire « je veux voir du sang », mais quand Drew McIntyre récupère une boîte à outils pour en sortir une clé à molette, on comprend bien qu'on n'a pas affaire à un match de catch classique et que c'est un pur règlement de compte. Justement, c'est CM Punk qui va finir par utiliser cet outil pour le planter dans le crâne de Drew, mais l'Écossais finit par revenir et arrache les pieds de la table pour s'en servir. Mais comme souvent, cette action se retourne contre lui. En soi, l'histoire du match, elle va pas plus loin que deux hommes qui veulent se faire du mal et presque s'entretuer si on en croit leur promo, mais en vrai, on n'a pas besoin de plus, et surtout pas dans une telle stipulation. En plus, ça empêche pas du tout de proposer des moments surprenants, on a McIntyre qui sort un Claymore Kick de nulle part hors du ring qui aurait pu lui donner la victoire, mais qui lui sert surtout à continuer sa destruction de son adversaire, qui se retrouve alors le crâne ouvert. Les premières gouttes de sang sont donc versées dans la cellule et vous allez voir que ce n'est pas terminé puisque Drew continue ses attaques sur le crâne de Punk avant de lui dire qu'il va mettre un terme à sa carrière et que sa femme va le quitter. On appuie encore sur le côté très personnel de cette rivalité et c'est ce que les deux vont faire pendant tout le match avec une grosse domination de Drew qui va même jusqu'à se réjouir de voir le sang de son adversaire couler sur ses poings. Seulement, Punk n'a pas dit son dernier mot. Il revient avec son coup de genou puis avec une descente des poings du haut des cordes avant d'éviter le Claymore Kick de Drew et de lui envoyer un coup de boîte à outils pour à son tour lui ouvrir le crâne. Les deux hommes sont en sang au centre du ring et Punk déroule son arsenal pour garder le dessus et continuer d'affaiblir l'ancien champion, mais alors qu'il réussit à placer son go-to-sleep qui mettrait sans aucun doute un terme au match, le corps de Drew roule hors du ring et Punk ne peut pas tenter de tomber. Ce match, c'est juste un carnage. À ce moment-là, il y a des objets de partout et les deux rivaux sont à bout de force et en plus de retour dans le ring, CM Punk se fait surprendre de nulle part par un Claymore Kick. Drew est convaincu que c'est terminé et il vient placer son bras sur le corps inerte de son ennemi, mais de nulle part, Punk se relève et reste dans le match. Après une guerre aussi violente, Punk est encore là et il le montre en bloquant le second Claymore Kick qu'il transforme en sharpshooter, qui cette fois-ci passe beaucoup mieux qu'à Bash in Berlin. Sauf que, contrairement à ce qui s'est produit à Berlin, ce soir Drew peut utiliser une arme. Il profite d'atteindre la clé pour faire lâcher la prise à son adversaire, et les deux se retrouvent alors debout au milieu du ring pour tout donner. Ils n'ont plus aucune énergie, mais pour offrir une très belle image, ils échangent quand même les droites sous les cris des fans qui sont en train de passer un immense moment. Et pourtant, Drew veut que tout ça se termine. Il prépare son Future Shock DDT, mais de nulle part, Punk le bloque et le met sur ses épaules. L'Écossais panique et il descend, mais Punk le couche à nouveau avec un coup de pied en plein crâne. Les deux sont encore au sol. Plus personne n'est en état de lutter et pourtant ils doivent se départager. Punk envoie son coup de genou et veut tenter une souplex, mais sous l'explosion d'Atlanta, Drew le contre et il vient écraser son adversaire sur une table aux abords du ring.
McIntyre est convaincu qu'il est temps d'en finir. Il fait rentrer des escaliers dans le ring pour mettre un terme à cette guerre, mais là encore de nulle part, CM Punk revient et le couche avec un GTS. Le catcheur de Chicago est alors sur le point de gagner sa première rivalité depuis son retour fin 2023, mais une fois de plus, pour insister sur le côté violent et personnel de cette histoire, Drew refuse de lâcher et se dégage. Ce match est de retour au point de départ. Couchés côte à côte comme l'étaient l'Undertaker et Shawn Michaels 27 ans plus tôt, Drew et Punk ont tout donné. Et pourtant, ils se relèvent encore. Et cette fois-ci, c'est Drew qui sort de nulle part et écrase Punk sur l'escalier avec un white noise, mais à nouveau, son adversaire lève l'épaule. Ce règlement de compte qui a lieu devant des millions de fans semble être loin de se terminer, mais de nulle part, alors que Drew prépare une prise, Punk le contre et le coince dans son Anaconda Vice. McIntyre arrive bien à encore attraper la clé pour attaquer son adversaire, mais cette fois-ci, CM Punk le voit et s'en saisit pour encore plus le faire subir. À bout de force, Drew va même jusqu'à supplier CM Punk d'arrêter son massacre, et cet instant de distraction lui permet encore d'aller un cran plus loin. Alors que Punk est surpris de sa demande, Drew lui envoie un low blow pour le coucher et reprendre l'avantage. Le crâne couvert de sang, Drew McIntyre est satisfait de ce qu'il vient d'infliger à son ennemi juré, et il déverse des pièces du bracelet de CM Punk au sol. Ces pièces contiennent les lettres formant le nom de sa femme et de son chien, et le catcheur Straight Edge est alors impuissant au milieu du ring. Drew s'élance et il veut enfoncer le clou avec son Claymore, mais de nulle part, CM Punk l'esquive encore. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Drew a chuté lourdement sur l'escalier et Punk entoure une chaîne autour de son genou avant de saisir McIntyre pour lui placer un Extreme GTS et lui river les épaules pour enfin mettre un terme à cette guerre et remporter cette immense rivalité. Comme je l'ai dit, en soi, le résultat de ce match m'importait peu, même si j'avoue qu'une victoire de Drew aurait choqué tout le monde et m'aurait vraiment fait plaisir, mais en soi, en termes de violence, j'ai eu totalement ce que je voulais. Un match sérieux, sanglant, rempli d'objets et de mise en avant du côté personnel de cette rivalité, bref, personnellement, j'ai eu tout ce que j'attendais. Après, je reconnais que les pièces du bracelet étaient peut-être en trop, surtout que moi, naïvement, je m'attendais à des punaises, donc j'ai été un peu déçu, et en plus, je pensais que justement, on avait déjà mis de côté cette histoire de bracelet, mais à part ça, j'ai quand même passé un très bon moment. Ça reste bien sûr pas du tout le plus grand Hell in a Cell de l'histoire, mais je trouve que pour conclure cette rivalité et ouvrir le show, pour moi, c'était très bien. Et donc, on peut passer à la suite. Et malheureusement, c'est là que pour moi, on arrive dans le petit point faible de ce show. En fait, c'est un peu triste, mais j'avais hâte de deux matchs, le Hell in a Cell et le Main Event. Ce qu'il y avait entre les deux, c'était pas vraiment ce qui me poussait à regarder le show. Et pourtant, le match suivant avait quand même un enjeu de taille. Bayley, l'ancienne championne, avait battu son associée Naomi pour obtenir un match de championnat contre Nia Jax, et donc on avait une revanche de SummerSlam pour le titre de la WWE. À côté de ça, on avait Tiffany Stratton, la partenaire de la championne qui détient une mallette qui lui permet d'avoir un match de championnat n'importe quand, donc franchement, il y avait quand même de quoi faire. Mais comme d'un, j'avais aucun doute sur la victoire de Nia, et que de deux, je croyais pas du tout à un encaissement de Tiffany, bah pour moi, c'était juste un remake de SummerSlam. Et puis, soyons honnêtes, c'est aussi là qu'on voit la limite des shows à 5 matchs, parce que entre le Hell in a Cell et l'entrée de Bayley et Nia, on a plein de petits segments qui, mis bout à bout avec tous ceux de la soirée, pourraient largement laisser place à un combat. Mais bon, ça sert à rien d'enfoncer le clou, hein, on a compris, ça n'arrivera pas, on reste sur 5 matchs, et donc on passe au combat suivant pour le titre féminin. Et ce match, bah comme je m'y attendais, il a été à la hauteur de ce qu'on a eu à SummerSlam, c'est-à-dire qu'il était sympa, mais sans plus. On a la classique grosse domination de Nia au début du combat, qui fait parler sa force pour dominer sa challengeuse, et qui nous sort la fameuse prise de l'ours, qui, bien fait pour elle, passe proche de lui coûter le match. Non, en vrai, c'est ce que je dis, j'avais pas trouvé leur match de SummerSlam mauvais, c'était assez classique, et globalement, le début de ce combat nous offre quasiment la même chose. Bayley finit quand même par revenir grâce à sa vitesse, et ses offenses sont quand même plutôt cool, en plus de lui permettre de dominer la championne malgré son désavantage physique, mais comme toujours, Nia n'a besoin que d'un seul coup pour revenir dans l'affrontement. D'ailleurs, Nia pense en finir très tôt, et Bayley veut recréer l'exploit de SummerSlam avec sa powerbomb depuis le coin, mais cette fois-ci, Nia la surprend avec un ciseau-tête, ce qui en vrai a le mérite d'être original. En l'occurrence, Bayley garde quand même le dessus sur la championne après ça, et elle domine vraiment longtemps, ce qu'elle n'avait pas trop fait à SummerSlam je trouve, mais finalement elle se fait surprendre et détruire à l'extérieur. Nia impose alors à nouveau son rythme lent et méthodique, qui plaît ou pas, hein, ça c'est selon vous, mais Bayley la surprend quand même de nulle part avec un immense Samoan Drop. Les deux femmes sont alors au sol après la tentative de tomber, et l'arbitre se retrouve un petit peu bloqué au milieu de tout ça sans savoir vraiment quoi faire, à tel point qu'après le coup de pied de Bayley en plein crâne de la championne, cette dernière s'effondre sur Jessica Carr, et l'arbitre n'est plus en état de faire son travail. Évidemment, tout ça, ça empêche Bayley de gagner le titre, hein, puisqu'elle place son rose plant à Nia, mais personne n'est là pour officialiser le tombé, et au lieu de voir l'arrivée d'un nouvel arbitre, Tiffany Stratton fait son entrée. Miss Money in the Bank, qui avait mal pris les propos de Bayley à SmackDown, qui insinuait qu'elle n'était pas assez forte pour battre la championne, débarque avec sa mallette, et elle détruit la challengeuse avec ce même objet.
Tiffany est alors sur le point d'encaisser son contrat pour transformer ce match en triple menace et peut-être récupérer son premier titre mondial, mais Nia reprend conscience et fusille son ami du regard. Miss Money in the Bank tente alors d'expliquer que tout ça n'est qu'un immense malentendu, mais par derrière, Bayley arrive et pousse la championne sur sa partenaire avant de tenter un roll-up. Nia se dégage et se retrouve donc au sol, mais alors que Bayley grimpe sur le coin pour sa descente du coude, elle est encore perturbée par Stratton qui lui envoie sa mallette avant de se la recevoir en plein visage. Seulement, si Bayley est débarrassée de cette distraction, la championne a eu le temps de se relever. Elle rejoint son adversaire sur le coin, la couche avec un Samoan Drop avant d'enchaîner avec sa prise de finition pour lui river les épaules, et enfin conserver son titre de championne de la WWE. On a donc un match plutôt sympa avec beaucoup d'artifices autour du combat, avec l'arbitre KO et l'arrivée de Stratton qui offre quasiment la victoire à la championne, mais en soi personnellement ça me dérange pas parce qu'on sait tous très bien que l'avenir nous mène vers une rivalité entre Tiffany et Nia. Tôt ou tard, Miss Money in the Bank va craquer et trahir sa partenaire pour se venger de tous les abus qu'elle subit et lui prendre sa ceinture, et croyez-moi que je serai vraiment là pour voir ça, d'autant que c'est pas la seule chose à raconter, puisque Nia Jax de son côté n'a de cesse de se proclamer reine de la WWE, et on sait tous que c'est pas la seule. Mais bon, à part ça, comme je l'ai dit, le match était ni incroyable ni vraiment mauvais, c'était à mes yeux sympa mais sans plus, et ça raconte juste une histoire qui pour moi reste tout à fait logique. Et justement, puisqu'on parle d'histoire, parlons du combat suivant qui n'en a juste pas. Non, en vrai je suis méchant et je dis n'importe quoi, bien sûr, il y a une histoire pour le match suivant, mais c'est juste que pour moi la WWE l'a très mal exploité. En gros, depuis SummerSlam, il n'y a pas grand chose de nouveau, Finn Balor a trahi son ami Damien Priest en lui coûtant le titre de champion du monde et il l'a exclu du Judgment Day, mais cette rivalité qui aurait dû monter en intensité depuis pour culminer dans un gros match, est pour moi malheureusement restée au même niveau. On en parlera au moment du match suivant pour l'histoire entre Rhea Ripley et Liv Morgan, mais cette rivalité qui suit un petit peu le même schéma avec Rhea qui a été trahie par Dominic Mysterio, bah pour moi, elle a absorbé toute l'attention. Du coup, tous les segments faits entre Bash in Berlin où les 4 rivaux ont eu un match tag team et Bad Blood n'ont quasiment servi qu'à construire l'histoire entre Rhea et Liv, et Priest et Balor ont juste eu quelques confrontations qui ont très souvent été remportées par Finn. Oui, puis d'ailleurs, au lieu de se concentrer sur tout ça, Balor il pourrait peut-être s'occuper de son titre par équipe, parce qu'avec JD McDonald, ils ont défendu les ceintures qu'une seule fois en plus de 100 jours. Mais bref, en attendant tout ça, il est rejoint dans le ring par Damien Priest pour enfin conclure cette histoire. Et je sais que dit comme ça, on dirait que je déteste cette rivalité, mais pas du tout. C'est juste que à mes yeux, elle méritait largement mieux qu'être mise au second plan de celle entre Rhea et Liv. Mais bon, en soi, ce match, s'il était exceptionnel, il avait l'occasion de tout rattraper, et donc, on est parti. D'entrée de jeu, les deux échangent les coups et on perd pas de temps avec des épreuves de force puisque Damien Priest prend le dessus en détruisant Balor aux 4 coins du ring. Concentré et méthodique, l'ancien champion veut faire payer celui qu'il considérait comme son ami et il le fait très bien avec un gros coup de pied pour envoyer Balor hors du ring, mais le premier champion universel de l'histoire revient avec un Sling Blade. Tout ça lance bien sûr une séquence de domination de Balor qui malmène Damian comme il l'avait fait les semaines précédentes, et même seul face à un catcheur clairement plus puissant que lui, Balor trouve des solutions pour garder le dessus. Priest finit quand même par se sortir de la prise du sommeil et il envoie une immense droite à son partenaire, mais le leader du Judgment Day ne lâche rien et reste dans le match. On a donc un rythme lent imposé par Balor avec une torsion abdominale qui en vrai pour moi a mené à un petit ventre mou dans le match, mais heureusement il n'est pas de bien longue durée puisque Priest revient et déroule sur Balor pour réveiller la foule. Évidemment, comme je l'ai dit, ce qui est mis en avant ce soir c'est la grosse domination de Priest sur son adversaire en 1 contre 1, sur le papier il a aucune raison de s'inquiéter, et il le prouve avec de beaux enchaînements de coups de pied pour coucher son adversaire. Avec ça, on a de très belles combinaisons et de beaux contres qui finissent par remettre la balle au centre, ce que j'ai vraiment aimé, et Balor a enfin l'occasion de montrer que seul et sans tricher, il a quand même moyen de rivaliser avec Priest. Bon, c'est vrai qu'il rivalise quand même pas longtemps, parce que Damian finit par revenir comme toujours et le couche avec un Razor's Edge avant de rejoindre son rival à l'extérieur, pour finalement l'envoyer par-dessus la table des commentateurs. De retour dans le ring, Priest a encore le dessus et Balor le supplie de l'épargner alors qu'il est à 2 doigts de gagner le match, mais évidemment, c'est à ce moment-là que Carlito fait son entrée. Cet instant qui distrait l'arbitre permet une seconde intervention de l'autre côté du ring avec la présence de JD McDonagh, et tout ça profite à Balor puisqu'il envoie son dropkick et détruit Priest avec son coup de grâce. Et là j'avoue que j'étais persuadé que c'était fini, et franchement j'étais un peu dégoûté. Mais heureusement, Priest lève l'épaule et réveille encore une fois la foule d'Atlanta. Le Judgment Day ne sait donc plus quoi faire, il tente une dernière intervention avec une distraction qui permet à Balor de s'emparer d'une chaise, mais bien sûr tout ça se retourne contre lui. Priest se débarrasse enfin de McDonagh et Carlito et il se reconcentre sur Balor qu'il saisit pour son chokeslam, mais là encore, ce dernier le contre. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, on sait pas du tout quand est-ce que la fin va arriver et le fait que n'importe qui puisse gagner le combat à ce moment-là, je trouve ça juste trop cool. Justement, Balor va surprendre Priest et le couche avant de placer un coup de grâce sur le dos de son adversaire et d'enchaîner avec un second puis un troisième, mais malheureusement, cette dernière tentative n'aboutit pas puisque Priest le contre et l'écrase avec son chokeslam pour remporter le match et sûrement conclure cette rivalité.
Bon, en soi, tout ça, ça fait que je sais pas trop quoi penser de ce match, parce que j'avais pas trop d'attentes comme je l'ai dit, et donc même si c'était sympa et que j'ai trouvé très cool le côté disputé de la fin du combat, je voyais vraiment mal Balor gagner, et encore une fois, la rivalité aurait pu largement mieux être construite. Mais allez, on peut donc arriver dans la dernière partie du show, et avant de parler du match pour le titre de championne du monde, on accueille le directeur créatif de la WWE Triple H, qui a, selon ses propres mots, une annonce historique à nous faire. Alors, l'avantage, c'est qu'on va enfin pouvoir découvrir si Triple H c'est Monsieur Hawkins et qu'il met historique ou incroyable partout, même quand c'est de la merde, parce qu'il se retrouve au milieu du ring avec une ceinture posée sur un pupitre, floqué du logo de Crown Jewel. The Game nous annonce donc que lors du prochain PLE de l'entreprise, les champions du monde de la WWE se feront face, autant pour le titre féminin que masculin, et si aucune de leurs ceintures ne sera en jeu, le titre Crown Jewel, lui, le sera. Voilà, donc je vous le confirme, Triple H nous fait bien du Monsieur Hawkins parce que cette annonce n'a absolument rien d'incroyable. Non, franchement, on s'en fout. On sait que ce titre ne vaudra absolument rien comme celui de Braun Strowman ou le trophée de l'Undertaker qui doit traîner dans un dépôt de la WWE je ne sais où. Et moi, quand je l'ai vu avec une ceinture, je me suis dit qu'il allait annoncer un titre mineur féminin, donc j'étais juste dégoûté. Bon, au moins le segment ne mène pas tout à fait nulle part, parce que Triple H est quand même interrompu par Gunther pour réveiller un peu la foule, qui, comme vous et moi, s'en fout de ce titre, et le champion du monde vient finalement juste pour clasher Goldberg. Alors, personnellement, je pensais que tout ça, ce serait juste un petit segment pour chauffer la foule, mais Goldberg se lève vraiment de son siège, vu qu'on est en 2004, et finalement, Sami Zayn vient attaquer Gunther pour le faire fuir, et construire leur affrontement pour le titre de Raw. Mais allez, sur ce petit segment anecdotique, on passe à la suite, puisque comme je vous l'ai dit, il ne reste plus que 2 matchs, et on commence alors avec celui entre Rhea Ripley et Liv Morgan pour le titre mondial féminin. Bon, l'histoire est très simple. À SummerSlam, Dominic Mysterio a trahi Rhea Ripley pour permettre à Liv de conserver son titre de championne, et depuis Rhea n'a eu de cesse de lutter contre le Judgment Day tout entier pour récupérer son titre. Justement, puisque Dominic se mêle beaucoup trop de cette histoire et que certains disent même qu'il est placé au centre de tout ça, la WWE a décidé de nous offrir une stipulation très particulière, le Shark Cage Match. Alors, vous attendez pas à un truc de fou, c'est juste que Dominic sera enfermé dans une cage au-dessus du ring, et donc techniquement ça l'empêche d'intervenir. Mais bon, avec Rhea qui a quand même couvert Liv lors de Bash in Berlin, c'était quand même logique qu'elle obtienne cette revanche, et pour faire un petit clin d'œil à SummerSlam 2005, c'est sympa d'avoir Dom suspendu au-dessus du ring, mais j'avoue qu'une stipulation peut-être un peu plus violente m'aurait fait plus plaisir. Mais bon, tant pis, on accueille Dominic et Liv Morgan dans un lowrider en référence encore une fois à Eddie Guerrero, et les deux sont rejoints par la challengeuse Rhea Ripley. Dominic est alors enfermé dans la cage au-dessus du ring et non en fait, attendez une seconde. Comment ça la cage elle est juste posée sur la rampe d'entrée? Alors heureusement elle finit quand même par être levée, parce qu'au début j'ai eu peur, j'allais dire ok bah, c'est un Wargames en fait, et je comprends qu'avec le Hell in a Cell c'était peut-être compliqué de la mettre au-dessus du ring, mais franchement ça m'a vraiment surpris. Mais bon, allez, en soi, même s'il est important, Dominic c'est pas vraiment le centre du combat, parce que le titre est en jeu, et donc on peut commencer. Et en fait j'étais vraiment curieux de voir comment ils allaient nous raconter tout ça. Parce que on l'a vu depuis SummerSlam, Rhea a le dessus total sur cette rivalité, et elle le montre d'ailleurs en début de match en dominant facilement son adversaire. Liv est clairement construite comme une championne bien plus faible, et même si elle s'attaque aux jambes de Rhea pour reprendre le contrôle, elle n'est pas mise en avant comme une femme qui peut vaincre son adversaire sans aide extérieure. Mais bon, je reconnais quand même que le travail sur les jambes il est logique et il fonctionne bien, et il pourrait même expliquer une victoire de Liv parce qu'elle garde le dessus pendant très longtemps, ce qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais absolument pas à ce que Liv puisse dominer sa challengeuse pendant aussi longtemps, et pour surprendre tout le monde et crédibiliser un peu la championne, c'est vraiment très cool. D'autant qu'après ça, on a une série de contres très sympas, avec Rhea qui contre le Oblivion de manière très cool et Liv qui se sort du Riptide, pour remettre la balle au centre et encore une fois donner l'avantage à la championne. Cette fois-ci, sans triche, sans controverse ni intervention, Liv arrive à dominer Rhea, et je trouve que c'est un très bon moyen de rééquilibrer ce match. Mais attendez, parce que c'est encore très loin d'être fini. Avec tout ça, on passe un plutôt bon moment, donc pourquoi pas le saupoudrer d'un petit peu de n'importe quoi. Et oui, en plein milieu du match, alors que ça fait longtemps qu'il est dans la cage, Dominic réalise qu'il pouvait juste pousser la porte pour l'ouvrir, et même s'il peut pas descendre à cause de la hauteur, on se doute que tout ça va finir par avoir son importance. Au même moment, Rhea Ripley revient et elle coince Liv dans son Cloverleaf, dont la championne se libère, et les deux femmes partent à la lutte sous la cage avant que Liv soit écrasée par un Riptide sous les yeux de Dominic. Paniqué en voyant sa copine en difficulté, Dominic se penche pour essayer de l'aider, mais à ce moment-là, il chute et se retrouve suspendu par le pied à la merci de son ancien associé. Et donc, au lieu de simplement gagner le match, Rhea va dire à l'arbitre qu'elle a encore quelque chose à régler avec Dominic, et elle sort du ring pour se saisir d'un kendo stick avec lequel elle bat Dom Dom pour lui faire payer sa trahison. Utilisé comme piñata, Dominic est explosé par Rhea, mais à ce moment-là, de nulle part, Raquel Rodriguez fait son entrée et s'en prend à la challengeuse, l'écrasant dans le ring avec une powerbomb et causant une disqualification pour permettre à Liv Morgan de conserver la ceinture.
Et donc là, je sais pas trop comment me positionner encore une fois. D'un côté, le fait que Liv trouve toujours un moyen de gagner, ça reste sympa, la disqualification elle est cohérente et elle protège Rhea, et le côté piñata avec Dominic c'était cool, mais sur le moment, je pouvais quand même pas m'empêcher de penser à la logique. Déjà, le fait que la cage s'ouvre comme ça, juste avec un coup de pied, c'est un peu bizarre, et le fait de voir Rhea s'en prendre à Dom au lieu de gagner le combat alors que ça fait des semaines qu'elle répète qu'elle s'en fout et qu'elle veut juste la ceinture, bah c'est un petit peu bizarre. Après, on peut aussi imaginer que Rhea essaye de se mentir à elle-même et qu'en fait elle s'est toujours pas remise de la trahison, parce qu'à SummerSlam elle avait vraiment l'air d'être pas bien, donc c'est pas non plus dramatique et complètement illogique, et même si la fin elle met une clim à tout le monde, bah elle reste quand même cohérente pour permettre à Liv de continuer son règne. Du coup pour moi ce match c'est presque le plus bizarre de la soirée, c'est celui sur lequel j'ai le plus de mal à me positionner, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est juste n'importe quoi. Mais bon écoutez tant pis, peut-être que grâce à vos commentaires j'arriverai à me faire un avis définitif sur ce match. Et donc sur ce, on y arrive, le main event de la soirée, le match qui n'aurait techniquement jamais dû arriver, Cody Rhodes et Roman Reigns contre la Bloodline dans un match par équipe. Alors, l'histoire principale de cette rivalité, je vous l'ai racontée pour ouvrir la vidéo, mais elle est loin d'être aussi simple. Parce que si sur le papier on se dit qu'on a une grosse affiche avec une équipe entre deux anciens rivaux qui acceptent de s'associer pour diverses raisons, dont l'ego du côté de Cody Rhodes, bah cette association justement, elle n'est pas au goût de tout le monde. Kevin Owens, qui a très longtemps lutté contre la Bloodline, ne comprend pas la décision de Cody et tout indique qu'il va finir par craquer. Randy Orton, même s'il semble vouloir faire confiance à Cody, il n'est pas non plus convaincu. Et si on ajoute à tout ça la possible présence de Jimmy Uso ou du Rock pour équilibrer la balance, ce match promettait quelque chose d'immense. En plus, pour moi, c'était quasiment impossible de pronostiquer un vainqueur. Et même si mes théories penchaient plus vers une victoire de Jacob et Solo, j'étais vraiment pas sûr de moi. Et donc, on accueille la Bloodline, et il est temps de voir si ce match qui a été placé en main event va être à la hauteur des attentes des fans. Parce que, ok, c'est parfaitement logique que le premier match de Reigns depuis WrestleMania clôture le show, mais avec la guerre qu'on a eue au début entre Punk et McIntyre, il fallait impérativement que la WWE justifie d'avoir mis ce match par équipe en fin de soirée. On accueille donc Cody Rhodes sous l'ovation d'Atlanta, sa ville natale, accompagné par une fanfare, vu que c'est Sturie, et il est rejoint par son rival mais partenaire du soir, Roman Reigns. On sent vraiment que la WWE a voulu mettre une grande emphase sur cette association, puisque les deux sont accompagnés par des instruments sur place, et je dois reconnaître que voir ces deux titans et rivaux à la WWE côte à côte dans le ring, ça fait quand même quelque chose. Et donc c'est parti. Les quatre hommes sont face à face, et Solo provoque une dernière fois Roman Reigns avec le Hula Fala, et très vite la guerre d'ego entre Reigns et Cody semble commencer, avec les deux hommes qui veulent démarrer le combat. Finalement, ils arrivent à se mettre d'accord et c'est Cody qui ouvre contre Jacob Fatu, ce catcheur surpuissant et visiblement insensible qui encaisse facilement les attaques du champion avant que Solo et Reigns entrent dans le ring à leur tour pour se faire face. Aucun coup ne sera échangé pour l'instant entre les deux prétendants au titre de chef tribal et l'affrontement entre Fatu et Rhodes semble alors continuer pour préserver l'affiche entre Reigns et Sikoa. Enfin, en tout cas, ça dure quelques secondes. Parce que les chants du public provoquent Solo qui décide de quand même faire le changement, et Cody Rhodes se tourne vers Roman Reigns pour le faire rentrer, ce qui met totalement à mal mes théories de guerre d'ego, etc. Et donc le chef tribal originel fait son entrée pour enfin se confronter à son usurpateur. Les deux partent à la lutte et étonnamment c'est Solo qui prend le dessus pendant quelques secondes, mais sous l'ovation des fans, Reigns revient et enchaîne les droites sur son cousin. Le vrai chef tribal envoie Solo à l'extérieur et il est immédiatement confronté par Jacob Fatu qui perturbe Reigns et permet à Solo de revenir pour dominer l'ancien champion indisputé. Roman est alors victime de ce qu'il a infligé à de nombreux adversaires entre 2020 et 2024 avec Fatu qui l'attaque dans le dos de l'arbitre pour permettre à Solo de dominer le combat. Finalement, le leader de la Bloodline fait entrer Jacob pour qu'à son tour il détruise Roman Reigns, mais sur une esquive, Reigns revient et envoie Fatu hors du ring avant d'offrir le hot tag à Cody Rhodes. Fier de pouvoir enfin briller dans ce combat, Cody déroule sur Fatu et le couche avec son Cody Cutter, mais alors qu'il prépare son Crossroads, Solo le distrait et Jacob revient avec un Samoan Drop. Cody se retrouve maintenant à la place de Roman Reigns, il subit hors du ring et tente de ramper pour faire le changement, mais Solo garde le contrôle et le détruit lentement, comme à son habitude. Le style de la Bloodline reste le même et les retours de Cody ne lui permettent pas de faire le changement avec Reigns puisque Solo et Jacob le bloquent de l'autre côté du ring pour maîtriser totalement ce combat. Fatu en profite pour montrer toute sa puissance en malmenant le champion indisputé sous les chants du public qui demande l'entrée de Roman Reigns, mais pour encore les frustrer, la Bloodline enchaîne les changements rapides et empêche l'entrée du chef tribal. La seule fois où il pourrait réussir à faire le changement, Jacob vient faire chuter Reigns du ring et Cody reste alors l'homme légal, subissant encore de longues minutes et ne trouvant absolument aucune solution. Tout ça reste parfaitement logique, puisque même si Cody a battu Solo en cage pour le titre, il était en pur 1 contre 1, ce qui n'est pas du tout le cas ce soir, et on nous montre bien que la puissance de la nouvelle Bloodline réside totalement dans leur surnombre. Mais justement, on arrive enfin au tournant du match. Jacob s'élance pour une swanton sur Cody, mais le champion lève les genoux et s'offre un instant de répit.
Au même moment, Reigns revient sur le bord du ring et enfin Cody Rhodes peut faire le changement. Jacob fait de même de son côté et Reigns peut dérouler sous l'ovation des fans, les coups pleuvent sur Solo qui est impuissant et Roman prépare alors son Superman Punch. Solo a beau le contrer une première fois, Reigns le surprend avec un crucifix dont Sikoa se dégage et le nouveau chef tribal est enfin couché par un Superman Punch, mais au dernier moment, il lève à nouveau l'épaule. Ça ne fait aucun doute que Roman Reigns voit ce match comme un combat très important qu'il est impératif de gagner pour se relancer après sa défaite à WrestleMania, mais alors qu'il prépare son spear, Fatu vient s'en prendre à lui et le OTC se retrouve en 2 contre 1. Un double super kick suffit à coucher Roman Reigns et le moonsault de Fatu suivi du splash de Solo semble avoir raison de lui, mais de nulle part, Cody vient pour sauver le combat. La guerre est alors lancée entre Jacob et Rhodes qui partent à l'extérieur et le bras armé de la Bloodline finit par s'envoyer tout seul à travers la barricade après une esquive du champion du monde. Seulement, Jacob Fatu, c'est pas n'importe qui. Il se relève aussitôt et il commence à jeter des chaises sur Cody qui en profite pour lui écraser la tête dessus avant de l'enchaîner avec un crossroads. Mais là encore, Fatu se relève. Placé sur la table des commentateurs après des coups du champion, Fatu semble alors enfin en difficulté et Cody peut ainsi grimper sur le coin du ring, saluant Roman Reigns une dernière fois avant de se sacrifier pour détruire l'associé de Solo et peut-être offrir la victoire à son équipe. Le public lance alors des chants This is awesome et dans le ring, Reigns et Solo échangent les coups. À bout de force, les deux anciens partenaires donnent tout pour coucher leur adversaire et c'est finalement Reigns qui a le dessus avec un Superman Punch. Le OTC prépare son spear pour en finir et Atlanta explose, mais Tama Tonga et Tonga Loa viennent perturber Reigns qui se fait découper par un spear de son cousin. Persuadé que c'est terminé, Solo se couche sur Roman Reigns, mais le OTC montre comment il est resté au sommet pendant aussi longtemps et se dégage. Pour autant, c'est impossible de revenir dans le match. Reigns est trop fatigué. Solo est alors en train de lui crier dessus, mais d'un coup, il réalise que les champions par équipe ne sont pas seuls. À leur côté, un homme en capuche et en bandana regarde Solo, et si Corey Graves reprend ses propos de Clash at the Castle en disant que la Bloodline est aussi profonde que dangereuse et en pensant que cet homme est là pour aider Solo, la foule comprend bien de qui il s'agit. Au moment où cet homme envoie un super kick sur Tonga Loa et Tama Tonga, la salle explose et l'ovation est d'autant plus grande quand il révèle son visage. Jimmy Uso est de retour et il vient en aide au seul et unique chef tribal. Lui qui avait été écarté des rings par cette nouvelle Bloodline savoure ce qu'il vient de faire et alors que Solo est encore sous le choc, Roman Reigns le découpe avec un spear et lui rive les épaules pour remporter le match et officialiser peut-être le retour de la vraie Bloodline. Mais c'est pas fini. Ok, le match est terminé, Jimmy Uso a fait son retour et il est de nouveau associé à Roman Reigns malgré tout ce qu'ils ont vécu. Mais tout le monde n'est pas satisfait. De l'autre côté du ring, le champion indisputé réalise qu'avec le retour de Jimmy, cette histoire est loin d'être finie, puisque Roman Reigns regarde le titre de champion du monde avec insistance, pour confirmer que les deux rivaux vont finir par se recroiser. Pour autant, Reigns a quand même tenu sa promesse. Il n'a pas trahi Cody Rhodes et il a tout donné pour remporter ce match, ce qu'il a fini par faire, et les deux ont donc vaincu la Bloodline. Le chef tribal peut ainsi quitter le ring avec Jimmy Uso. Le show pourrait donc prendre fin, mais la nouvelle Bloodline n'en a toujours pas fini. Ils reviennent dans le ring et ils attaquent violemment Cody Rhodes qui est sans défense. Sur la rampe, Jimmy semble vouloir convaincre Reigns de lui venir en aide, mais le chef tribal ne bouge pas. Il dit à Jimmy que cette association n'était que pour le temps d'un match et son cousin tente de le convaincre tant bien que mal en lui répétant qu'il est le OTC et qu'il lui a donné sa parole. Et donc finalement, sous l'ovation d'Atlanta, Jimmy et Reigns reviennent dans le ring et attaquent Solo et compagnie. Sikoa est détruit par ses anciens alliés et la nouvelle Bloodline est alors contrainte de fuir pour laisser Jimmy, Cody et Reigns victorieux au centre du ring. Mais le OTC n'en a toujours pas terminé. Lentement, il se saisit du titre indisputé et il regarde cette ceinture qu'il a perdue après l'avoir conservée pendant plus de 1300 jours, l'attendant finalement au vrai champion sous les applaudissements de la foule, pour définitivement conclure ce... Et non, rien ne se conclut sans le final boss lui-même. The Rock fait son retour pour faire exploser la salle une fois de plus, et avec la nouvelle Bloodline dans les gradins, l'ancienne aux côtés de Cody dans le ring et The Rock seul sur l'arène, cette histoire est très loin d'être terminée, et Bad Blood 2024 a été pour moi largement à la hauteur des attentes. Si l'ouverture avec le Hell in a Cell semblait être un choix surprenant et que le show en soi n'était en dehors de ça pas si incroyable, ce long segment de fin vient à mes yeux de relancer la WWE dans une direction juste folle qu'il va falloir suivre de très près. Parce que je sais qu'on pourrait soulever quelques incohérences comme le fait que Jimmy Uso veuille venir en aide à Cody Rhodes, ce qui est un peu bizarre. Je trouve personnellement que le retour du Rock n'est pas juste amené pour faire réagir les fans et donner quelque chose d'important à la fin du show. On sait qu'avec la guerre entre les deux Bloodlines, le choix du Rock qui va devoir révéler de quel côté il est et au milieu de tout ça, Cody qui passe au second plan et qui va sûrement tout faire pour être vu comme le numéro 1. Les prochains mois jusqu'au Royal Rumble vont certainement être remplis de rebondissements et je pense que la route vers WrestleMania 41 risque d'être tout simplement exceptionnelle.
Et je me permets de m'interrompre moi-même sur la conclusion de cette vidéo, parce que si tout ça était déjà absolument incroyable et que moi j'étais content de mon petit enregistrement et que j'allais passer au montage, j'ai fait un petit tour sur Twitter et je suis tombé sur une folie sans nom qui fait de Bad Blood un show pour moi encore plus incroyable, en tout cas en ce qui concerne le main event. Cody Rhodes et Kevin Owens ont eu une petite confrontation avec juste une discussion de base, mais KO a fini par craquer et a attaqué Cody pour très certainement lancer une rivalité qui va être juste exceptionnelle et qui, Dieu merci, va enfin éloigner Cody des histoires de la Bloodline qui vont certainement se régler entre Roman Reigns, The Rock, etc. Et franchement, si déjà le retour de Jimmy et du Rock c'était très cool, mais qu'effectivement ça pouvait mettre un petit peu Cody au second plan, je trouve que le fait de faire cette trahison en dehors des caméras comme si elle était totalement réelle et pas faite pour le catch, c'est juste absolument parfait et j'ai encore plus hâte de voir la suite. Je compte donc sur vous pour me donner votre avis sur le show dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ce segment de fin est vraiment cool ou est-ce que pour vous c'est trop et c'était vraiment juste pour dire bah regardez on fait des choses un petit peu nouvelles. Bref, j'ai très hâte de vous lire et d'en discuter avec vous sur Twitch dès mercredi. Sur ce, c'était Monsieur Hawkin, je vous attends sur tous mes réseaux en description et je vous retrouve très vite pour d'autres histoires.